Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique, où nous allons maintenant aborder l'expérience de Young, que nous avons vue en détail, cette fois-ci avec des particules très petites, des électrons. Nous voulons savoir s'ils se comportent de manière classique, comme des corpuscules, ce qu'ils semblent être, ou bien est-ce qu'ils ont des comportements un peu particuliers, liés à leur aspect quantique. Si on fait l'expérience, alors cette expérience n'est pas très difficile à faire. On utilise un canon à électrons, du genre du tube de Thomson, mais ouvert à une extrémité. C'est le principe du tube cathodique des télévisions, des anciennes télévisions, et une paroi qui est percée d'un petit trou, une paroi métallique avec une petite ouverture. Les électrons sont alors dispersés, et on peut les capter sur une paroi, le tout sous vide, parce que les molécules d'air arrêtent facilement les électrons, donc on le fait sous vide, comme dans l'intérieur d'une télévision, et on capte les électrons, par exemple, sur une paroi fluorescente, toujours comme une télévision, et on constate les impacts des électrons sous forme de petits points lumineux. Et on constate aussi que la densité des points des impacts se répartit selon une courbe en cloche traditionnelle, comme pour les ondes, tout comme pour les particules. Si ce n'est que, comme pour les corpuscules, on voit les points des impacts petits, bien localisés, et c'est au fur et à mesure que les impacts se forment, que l'on voit cette courbe se dessiner. Donc il semble qu'ils se comportent bien comme des corpuscules. Jusque-là, rien de bien étrange. Maintenant, utilisons plutôt à la place deux fentes. Donc, on fait une expérience de Young classique, et les corpuscules, les électrons, passent à travers les deux fentes, et on observe sur l'écran. On s'attend à voir quelque chose comme pour les corpuscules. Et là, c'est la grosse surprise. On observe des interférences, des franges claires et lumineuses sur l'écran. Donc, il semblerait que les électrons là se comportent comme des ondes, voilà qui est plutôt bizarre. Parce que, là aussi, on a bien des impacts localisés qui apparaissent un petit peu aléatoirement, là, et simplement, il y en a de plus en plus qui se concentrent là, de plus en plus qui se concentrent là, et pratiquement aucun dans les creux. Un tel comportement mixte est assez bizarre. On pourrait se demander pourquoi, parce que s'ils se comportent comme des corpuscules, avec des impacts bien localisés, comment peut-on avoir interférence? On l'a vu, un simple argument de comptage des électrons passant par l'une ou l'autre fente doit mener à une courbe en cloche à la fin sans interférence. Pourtant, il y en a. Est-ce que les électrons ne suivraient pas tout à fait les trajectoires comme pour des corpuscules? C'est possible. Ils portent une charge électrique. Les électrons, tous de charge négative, peuvent très bien se repousser les uns les autres. Ils pourraient se repousser et de fait ne pas arriver sur certaines zones à cause de la répulsion. On pourrait imaginer ça. C'est facile à vérifier. Il suffit de diminuer le débit des électrons du canon. Il suffit de diminuer le voltage. Du coup, le nombre d'électrons diminue, jusqu'à ne plus avoir qu'un seul électron à la fois. On voit les points lumineux apparaître séparément. Il faut du temps pour faire toute l'expérience, mais chaque électron passe seul. Plus d'interaction entre deux électrons. Il n'y en a plus qu'un à la fois. Et en attendant suffisamment de temps pour avoir beaucoup d'impact, on a toujours cette figure d'interférence. Donc c'est pas ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les électrons suivent des trajectoires un peu tarabiscotées? Ils passent par un trou, repassent par un autre, repassent par là. On pourrait imaginer ça. Mais on peut comparer la courbe en cloche à la courbe d'interférence. La courbe en cloche, qui serait la somme des deux fentes, est comme ceci, et la courbe d'interférence est comme ceci. Et il y a des endroits
où il y a moins d'électrons que si on avait la somme des deux fentes, les endroits sur l'écran. Donc, et même moins d'électrons que la courbe d'origine, avec une seule fente. Donc le fait d'ouvrir la deuxième fente diminue le nombre d'électrons qui arrivent à certains endroits. Donc la deuxième fente a une influence. Donc on pourrait imaginer qu'ils suivent une trajectoire tarabiscotée. C'est quand même bizarre, parce que si un électron qui passe par une seule fente suivait une trajectoire tarabiscotée, il irait, en voulant passer par la deuxième fente qui n'est pas ouverte, il irait percuter la plaque de métal et il disparaîtrait. On aurait beaucoup moins d'électrons qui arrivent au bout, et ça se vérifierait facilement. On sait mesurer le courant, là, on sait combien d'électrons arrivent au bout. Peut-être que les électrons se cassent en deux. C'est possible. On n'a jamais observé de demi-électron. La charge d'un électron, 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs, c'est quelque chose de précis. On n'a jamais observé la moitié d'un électron. Mais peut-être que ils se cassent en deux, passent par les deux fentes, font des trucs bizarres, se repoussent, et puis se réassemblent. Bon, on peut imaginer des trucs plus étranges que ça. Hein. Après tout, les ondes réparties dans tout l'espace, c'est pas moins étrange. Le fait qu'un électron se comporte différemment parce que par la volonté de l'expérimentateur, on a ouvert une autre fente, et là-dessus, il ne fait plus la même trajectoire, c'est pas plus bizarre qu'une onde qui est totalement répartie, ou qu'un électron qui se coupe en deux. Donc, il faudrait pouvoir le vérifier. Ben, on l'avait déjà parlé avec nos corpuscules et nos vagues. On pourrait essayer d'observer. On peut mettre une lampe très puissante. Quand l'électron va passer par là, on va avoir un petit flash. S'il passe par l'autre fente, on va avoir un petit flash à l'autre fente. On saura par où passe chaque électron. On fait l'expérience. Ah, on voit par où passent les électrons et on peut même dire tel impact vient de telle fente, l'électron passé par là, par là. On n'observe pas d'électrons qui feraient des tours bizarres. On n'observe pas d'électrons coupés en deux. Un électron passe bien par une fente. Et l'argument de comptage, alors? Eh bien, quand on fait l'expérience, et qu'on éclaire comme ça pour voir par où passent les électrons, grosse surprise, il n'y a plus de figure d'interférence. La courbe qu'on obtient, c'est la courbe en cloche, celle des corpuscules. Ça, c'est un peu embêtant. Manifestement, notre flamme est trop puissante. Elle perturbe les électrons. Elle les perturbe tellement qu'on n'a plus de figure d'interférence. Après tout, les électrons, c'est petit, c'est très léger. C'est 1 milliardième de milliardième de milliardième de gramme. C'est vraiment très peu. Il ne faut sans doute pas grand-chose pour les bousculer. Et en les bousculant, on peut imaginer qu'ils se répartissent un peu n'importe comment, qu'il n'y a plus d'interférence. Bon, diminuons l'intensité de la lampe. On baisse son intensité. Début, rien ne se passe. Il y a toujours cette courbe en cloche un peu ennuyante. On diminue encore, diminue. Puis, on commence à voir des petites déformations. Les interférences commencent à réapparaître. Et là, on constate quelque chose de très ennuyant. On a diminué l'intensité de la lampe, très fort, mais curieusement, quand un électron passe, il y a toujours un flash, le même. Pas moins intense qu'avant, petit flash, toujours le même. Mais maintenant, de temps en temps, il y a un électron qui passe, on n'a plus de flash. Il y a des électrons qui sont passés qu'on a ratés. Bon, c'est pas grave, on peut faire un décompte. Puisqu'on sait des électrons, une partie au moins des électrons, on a pu les voir, on peut dire, ah, cet impact-là, il vient de telle fente. Cet impact-là, il vient de telle fente. Et cet impact-là, malheureusement, c'est un électron qu'on a raté. Eh bien, on peut faire la somme des trois. Ceux qui viennent de la fente 1, on peut vérifier, ils sont répartis comme une courbe en cloche. Ceux qui viennent de la fente 2, ils sont répartis comme une courbe en cloche. Ils sont répartis comme une courbe en cloche.
Et ceux qu'on a ratés, si on regarde les impacts, on constate les interférences. Et la somme des trois redonne notre courbe en cloche légèrement déformée qu'on commençait à voir apparaître. L'électron est pervers. Si on l'observe, dis-le. On est en train de me regarder là, bon, je vais me comporter comme un corpuscule. Et si on ne le regarde pas, personne ne me voit, je me comporte comme une onde. On a beau faire ce qu'on veut, il fait toujours ça. On est prêt à attribuer des intentions aux électrons comme s'ils avaient une cervelle. Quelque chose qui nous échappe. Ce qui nous a échappé, c'est qu'on a oublié que la lumière, c'est aussi des photons. C'est Einstein qui l'a découvert. La lumière se comporte aussi comme des corpuscules. Quand ils arrachent les électrons d'un métal dans l'effet photoélectrique, et quand ils cognent nos électrons dans notre expérience, chaque photon a une énergie H nu, très concentrée. Et c'est pas étonnant qu'on perturbe nos électrons. On envoie des boulets de canon sur nos électrons. Comme avec l'effet photoélectrique. Et quand on diminue l'intensité, on a toujours la même fréquence, la même longueur d'onde, on a toujours les mêmes boulets de canon, simplement on en envoie moins, il y a moins de photons. Et donc, de temps en temps, les photons ratent les électrons. Donc en fait, diminuer l'intensité de la lampe n'a rien résolu. Puisque les photons sont trop violents, on peut essayer de diminuer leur énergie. Prenons une longueur d'onde plus grande, une fréquence plus petite, une énergie de photons suffisamment petite que pour ne pas trop bousculer nos électrons. Augmentons la longueur d'onde dans le rouge. Et si ce n'est pas suffisant, on passera aux infrarouges. Pour voir les flashs, il suffira de mettre des lunettes infrarouges. On peut même passer aux ondes radio. Pour capter les flashs radio, à chaque fois, il suffira d'utiliser une petite antenne. Alors, là, on le fait. On passe du rouge. Cette fois-ci, on utilise à tout nouveau une lampe suffisamment intense pour être sûr de ne plus rater d'électrons. On passe dans le rouge, on a des beaux flashs rouges. On passe dans les infrarouges. Et tout d'un coup, on arrive dans les ondes radio. Tout d'un coup, on constate à nouveau que la courbe en cloche recommence à onduler. Ah ah! Cette fois-ci, on va voir par où passent les électrons, en même temps qu'on a des interférences. Donc on va comprendre pourquoi leur trajectoire semble bizarre dans ce cas-là. Eh bien non, c'est raté. Parce que quand on arrive à cette situation-là, on constate que les flashs, qui sont typiquement dans les ondes radio, sont larges et flous. Tellement larges et flous qu'on n'arrive plus à dire par où passent les électrons. Et ça, c'est parce que nous avons oublié autre chose. Oui, la lumière, c'est des photons. Mais la lumière, c'est aussi une onde. La lumière se comporte comme une onde. Elle est soumise aux lois des ondes. Et en particulier aux lois de l'optique, qui dit que si vous avez une certaine longueur d'onde, vous ne pourrez pas observer d'objets plus petits que, au mieux, la moitié de la longueur d'onde. C'est une règle en optique. Elle est utilisée avec les microscopes, avec les télescopes. Si on veut voir des détails suffisamment fins, il ne faut pas utiliser une longueur d'onde trop grande. Donc, on est toujours dans la même situation. Ça paraît un comportement vraiment pervers. La lumière et les électrons, ils se donnent la main pour nous empêcher de comprendre ce qui se passe. Mais plutôt que de dire que c'est pervers, pourquoi ne pas plutôt dire que c'est une preuve d'une belle unité de la nature? Les électrons et les photons se comportent tous les deux de la même manière, comme des ondes et comme des corpuscules. Ce n'est probablement ni l'un ni l'autre. C'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans notre monde classique où les ondes sont les ondes, les vagues c'est les vagues, et où les corpuscules, les boulets de canon, les balles de revolver sont des corpuscules, pas des trucs moitié-moitié. Mais c'est quelque chose
de différents. Parfois, j'aime bien dire que ce sont des ondes non classiques, parce que la description ondulatoire est puissante et les interférences sont très caractéristiques des ondes. Donc on ne peut pas faire l'impasse sur le côté ondulatoire. Donc je dis des ondes non classiques, parce qu'elles provoquent des impacts bien localisés au lieu d'une trace uniforme comme les vagues sur la plage. Il nous reste encore à mieux comprendre tout ça, mais il y a une question que nous ne nous sommes pas posée. Puisque l'électron fait des interférences, nous avons vu lambda L sur D, la petite formule qui donne la distance entre les franges. Donc on peut calculer la longueur d'onde des électrons, la longueur d'onde qui correspond à leur comportement ondulatoire. Et on trouve, si on fait l'expérience, lambda égale H, la constante de Planck, ce n'est pas très étonnant de la retrouver, divisé par la masse des particules, les électrons ici, et leur vitesse. Donc la longueur d'onde dépend de leur vitesse. C'est une relation qui est utilisée dans les microscopes électroniques. Les microscopes électroniques, c'est typiquement une expérience de ce genre. On utilise le comportement ondulatoire des électrons pour fabriquer un microscope avec des électrons comme on le ferait avec de la lumière. Avec l'avantage, c'est qu'on peut régler la longueur d'onde des électrons à volonté en jouant sur leur vitesse. Très très grande vitesse, très petite longueur d'onde. Et d'après les lois de l'optique, très grande précision. C'est pour ça que les microscopes électroniques sont si puissants, ils peuvent voir des détails si fins. Notons que cette relation, qui donne la longueur d'onde d'une particule, c'est la relation de Broglie, avec une petite particule, Louis de Broglie. Mais il n'a pas trouvé en faisant cette expérience, qui à l'époque était encore difficilement réalisable. Lui, il l'a fait par le raisonnement. Il s'est dit, les photons, ils ont une énergie qui est donnée par E égale H nu, mais la relativité nous dit aussi qu'un photon, qui est une particule sans masse, son énergie, c'est l'impulsion fois la vitesse de la lumière. P fois C. Cette impulsion peut se mesurer d'ailleurs avec des expériences assez simples, du type moulin optique, avec un petit moulin dans un tube à vide, on éclaire une face, ça fait tourner le moulin. Et en utilisant cette relation-là, il a obtenu que la longueur d'onde devait être donnée par la constante de Planck divisée par l'impulsion. Et c'est dit, si c'est vrai pour les photons, ça peut être vrai aussi pour toutes les particules, comme les électrons. Et un électron, bon, il va beaucoup moins vite que la lumière, en général. Pas besoin de lui appliquer la relativité. On peut utiliser la formule classique, impulsion égale masse fois vitesse, que nous avions vu. Et on retrouve lambda égale hmv, plutôt on le trouve, c'est comme ça qu'il l'a trouvé. Il l'a postulé, publié à l'époque, et les physiciens ont très vite vérifié. C'était exact. On a quand même pas mal progressé. Hein. On sait que, apparemment, les objets quantiques se comportent tous comme des ondes, tant qu'on ne les observe pas. Qu'est-ce que ça veut dire observer? Ça veut dire qu'on a interagi avec eux. Si on a interagi avec eux, ils se comportent comme des corpuscules. Sinon, comme des ondes. Effectivement, c'est pas étonnant que l'électron se comporte comme un corpuscule quand on l'éclaire, puisqu'à ce moment-là, on a interagi avec lui. Et dans ce cas-là, il se comporte comme un corpuscule. On le force à se comporter comme ça. Et quand il interagit avec l'écran, là aussi il y a une interaction, hop, des points. Il nous reste encore à bien comprendre les lois qui décrivent tout ça. Et par exemple, on envoie les électrons, il y a
un impact ici, un impact là, ça a l'air aléatoire. Quelles sont les règles qui décrivent ça? Pourquoi là, pourquoi là, pourquoi là? Bon, on va y venir, mais il y a une autre question qui se pose avant. Si tous les objets quantiques, photons, électrons, protons, neutrons, s'ils se comportent tous comme ça, pourquoi est-ce que nos balles de fusil, nos billes, pourquoi elles ne se comportent pas comme ça? Quelle est la différence? Une balle, elle est constituée d'atomes, elle est composée de protons, d'électrons. Pourquoi est-ce que les particules se comportent comme ça, de manière aussi étrange, et pas la balle? Mais là, la relation de De Broglie nous vient en aide. Au dénominateur, il y a la masse. Et les électrons, c'est très léger. Avec des vitesses typiques, on obtient une longueur d'onde raisonnable, qui peut se situer dans le millième de millimètre, ou un 10 millième de millimètre. C'est typiquement ce qu'on va utiliser avec des microscopes électroniques, par exemple. Mais une balle, elle est plus d'un milliard de fois plus lourde qu'un électron. 1 milliard de fois. Et c'est divisé par cette masse. Donc la longueur d'onde d'une balle de fusil est 1 milliard de fois plus faible qu'un électron. C'est une très courte longueur d'onde. Très courte. Plus courte que tout ce que vous pourriez mesurer. Et si on trace une figure d'interférence avec une longueur d'onde aussi infime, on obtient des franges d'interférence ultra fines. Des franges d'interférence tellement fines que vous pourriez vous péter les yeux dessus pendant des heures, vous ne les verriez pas. Vous ne verriez qu'un tracé uniforme. En plus, n'oubliez pas que c'est des impacts de balles, ça fait des gros trous, vous devez en avoir beaucoup pour pouvoir dessiner la courbe. Vous ne pouvez pas espérer aller voir des détails aussi fins de cette manière. Les franges, vous n'arriverez jamais à les observer. Les franges, elles sont plus petites qu'un milliardième de mètre, beaucoup plus petites. Mais, toutes ces franges serrées comme les unes contre les autres, le calcul le montre facilement, l'enveloppe forme une courbe en cloche. Voilà le secret. Voilà pourquoi nos balles de fusil se comportent comme des corpuscules. Et non comme cette étrange particule onde. Onde particule, ondicule, on leur a donné toutes sortes de noms. Moi j'aime bien dire corpuscule quand on a un objet comme une balle, une boule de billard, une balle de tennis. Quelque chose de bien localisé, concret, qui n'est pas du tout une onde, au moins en apparence. Et pour les objets quantiques qui ont ce comportement un peu mixte, j'aime bien dire particule. Corpuscule, une balle, particule, un électron. Comme ça, au moins, on évite des difficultés avec le langage. Parce que c'est vrai qu'on manque de mots parfois pour décrire des choses aussi exotiques. Donc nous venons de découvrir une clé qui fait le lien entre le monde classique, celui que nous connaissons, et le monde quantique. C'est pas tant que notre monde fonctionne différemment, c'est simplement que le monde quantique, on le voit de haut, de loin, de grand. Malheureusement, ça ne facilite pas les descriptions, parce qu'en faisant ça, on perd une partie de l'information. On perd une partie du comportement des objets quantiques. Ce comportement mixte, bizarre, parfois onde, parfois particule, on ne le retrouve pas dans le monde classique. Donc ça rend plus difficile les descriptions des objets quantiques. Mais bien entendu, nous allons quand même essayer. Je vous remercie.